Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je suis l'incarnation même de la joie parce que ça y est, le jour est arrivé, je vais pouvoir vous parler du Masque de Zorro. Alors je vais bien sûr m'amuser à énumérer toutes les raisons pour lesquelles c'est un chef-d'œuvre du film d'aventure, mais j'ai surtout deux questions. Pourquoi ça reste une anomalie certaine dans le paysage hollywoodien de l'époque et en quoi son héritage est plus intéressant qu'il n'y paraît. Alors avant de commencer, un petit disclaimer qui va bien. J'ai souvent un certain sens de l'emphase dans ces vidéos, mais là, avec le Masque de Zorro, je ne peux qu'exploser les compteurs. C'est non seulement l'un de mes films préférés au monde, mais aussi celui que j'ai peut-être le plus vu dans ma vie aux côtés de certains Pixar. Dès l'âge de mes 5 ans, la figure de Zorro me fascinait et mes parents me laissaient regarder sur France 3 la série Disney avec Guy Williams et son générique absolument mythique. Non, il le signe à la pointe de l'épée. Un Z qui me tire Zorro. Et maintenant vous l'avez dans la tête pour le reste de la journée, de rien. Forcément, en tant que fan de cap, d'épées qui font cling cling et de poursuites à cheval, imaginez ma tête lorsque j'ai vu une bande-annonce du Masque de Zorro pour l'un de ses premiers passages télé. C'était moderne, ultra spectaculaire. Et comme on était au début des années 2000, mes parents utilisaient encore des VHS vierges pour y enregistrer certains des films qui ont façonné ma cinéphilie. Et à partir de là, ce fut l'amour fou. Si je commence par là, c'est parce que je ne peux pas décemment parler du Masque de Zorro sans y apporter quelque chose de très personnel. Et je sais que pour certains frustrés de la vie, une analyse de film, ça doit se limiter à être un commentaire de texte froid et lisse comme une disserte de lycée, parce que soi-disant ça rendrait la chose plus objective. Alors non seulement l'art et sa réception, c'est fondamentalement subjectif et on ne cesse de le répéter ici, mais c'est justement là toute sa beauté. Une vraie analyse, elle sait d'où elle vient. Et c'est parce qu'on y apporte du perso qu'on peut y développer de nouvelles réflexions. Parce que du coup, depuis le temps que je veux faire cette vidéo, je me suis demandé comment je voulais vous parler du Masque de Zorro. En essayant d'aller plus loin que juste dire que les combats à l'épée sont les plus cool du monde, qu'Antonio Banderas est juste trop sexy et que la musique de James Horner défonce sa race. Même si tout ça est vrai et que j'y reviendrai un peu plus tard. Mais justement, avec le temps, je me suis rendu compte d'un truc. Mon amour pour le Masque de Zorro dépasse ce rapport nostalgique avec mon enfance. Plus je me suis intéressé au cinéma, et plus j'ai réalisé que ce film synthétisait tout un imaginaire et toute une partie de l'industrie qui m'a toujours parlé. Vous savez, comme quand vous commencez à connecter les ficelles sur un tableau en liège. Pour ça, c'est important de revenir un peu sur les origines du projet et sur les gens qui ont bossé sur le Masque de Zorro. Parce que si le film a été un joli succès lors de sa sortie en 98, il a connu un développement assez compliqué depuis 1991, et c'est jamais bon signe. À l'époque, Zorro Productions, qui, comme son nom le laisse supposer, possède les droits et les copyrights sur le personnage, essayait désespérément de lancer un projet d'ampleur autour du héros, qui était un peu tombé dans l'oubli depuis quelques décennies. Alors ils avaient un début de scénario qu'ils ont fait tourner de studio en studio jusqu'à ce que TriStar, une filiale de Sony, fasse une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, avoir un film Zorro réalisé par Steven Spielberg. Et oui, Spielberg avait très envie de moderniser cette figure de son enfance, surtout qu'il était à l'époque en pleine production de Hook. Donc là aussi, les épées, les mythes à réinvestir, vous voyez la logique. Bon, comme souvent, il a pas mal chapeauté le projet et a imposé certaines des grandes lignes du récit, notamment tout le côté passage de flambeau auquel il tenait beaucoup. Mais finalement, Spielberg n'est resté que producteur exécutif, amenant au passage un sacré turnover de scénaristes et de cinéastes. Pendant un temps, c'était même Robert Rodriguez qui devait le faire, et Dieu merci, on a été épargné, histoire d'éviter des VFX moches ou Zorro sur une pétrolette fluo. Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Finalement, c'est ce cher Martin Campbell qui a hérité du bébé après le succès tonitruant de GoldenEye, qui pour rappel venait de vraiment vivifier la saga James Bond en tant que première incursion de Pierce Brosnan dans le rôle. Et c'est là que ça devient intéressant. Aujourd'hui, on aurait tendance à considérer le Masque de Zorro comme un film old school. Déjà parce que c'est un film de cap et d'épée, un genre qui n'était plus trop en odeur de sainteté à Hollywood. Et puis parce que sa fabrication s'est tournée vers du grand spectacle à l'ancienne, avec plein de cascades et de la pyrotechnie sur plateau. En gros, une certaine idée du cinéma classique en pleine période de transition vers le numérique. Dans une interview avec Yahoo pour le 25e anniversaire du film, Antonio Banderas est d'ailleurs revenu sur cette donnée, qui était visiblement très importante pour Steven Spielberg. Pendant qu'on tournait, Steven Spielberg m'a dit « Ce sera probablement l'un des derniers westerns à être tourné comme les westerns l'étaient par le passé, avec de vrais décors, de vrais chevaux et de vrais duels à l'épée, sans CGI. Les choses vont changer et elles vont changer vite. Tu devrais être fier de ce film. » Et je le suis, peut-être encore plus maintenant que je l'étais à l'époque. C'est quand même intéressant que ce discours vienne de celui qui a le plus entamé ce changement de paradigme avec Jurassic Park. Pour Spielberg, il était évident que le Masque de Zorro marquait la fin de quelque chose. Et d'une certaine façon, c'est le cas.
Mais j'ai toujours trouvé ça un peu réducteur pour deux raisons. La première, c'est que parmi ses scénaristes principaux, le film a bénéficié de l'écriture de Ted Elliott et de Terry Rossio. À ce moment-là, le duo sortait du carton plein d'Aladin, mais surtout, le succès du Masque de Zorro les amènera quelques années plus tard vers leur principal fait d'armes, la saga Pirates des Caraïbes. Et c'est peut-être plus elle qui allait donner un ultime tour de piste au film d'aventure, tout en le mixant aux prouesses technologiques du moment. La seconde raison, c'est que le Masque de Zorro a amorcé à sa manière tous les codes qui vont devenir ceux des franchises à succès dans les années 2000. On parlait pas encore trop de soft reboot ou d'origin story, mais le film est quand même tout ça à la fois. Et bon, même si Zorro est pas techniquement un super-héros, le côté justicier masqué le raccorde au succès que DC et Marvel allaient connaître au cinéma peu de temps après. C'est même devenu un peu la spécialité de Martin Campbell, qui bon, certes, s'est méchamment planté avec Green Lantern, mais qui a rebooté à 2 reprises James Bond, avec GoldenEye d'un côté et Casino Royale de l'autre, qui reste l'un des rares épisodes à mettre à peu près tout le monde d'accord. Et ça m'amène à une question simple. Qu'est-ce qui fait du Masque de Zorro cette intersection cinéphile? Parce qu'en y regardant bien, c'est un pur produit de son temps, qui a capté comme peu d'autres films son époque et les évolutions de l'industrie en conjuguant passé et présent. Et au vu des goûts que j'ai développés par la suite et de leur cohérence, ça rend le film encore plus essentiel à mes yeux. Et on pourrait même dire que tout ça est finalement assez raccord avec une œuvre qui nous parle de filiation et de passage de flambeau. Ok, maintenant que ça c'est dit, c'est le moment d'expliquer pourquoi le Masque de Zorro est aussi génial, et ça commence par l'efficacité absolue de son scénario. Pour le contexte, on est en 1821, au moment où le Mexique s'apprête à être libéré du colonialisme espagnol. Je vous rassure, même si vous êtes comme moi une quiche en histoire de l'Amérique, c'est pas grave, puisque le film synthétise en 10 minutes top chrono tout ce qu'il faut savoir de son univers et par extension de la figure de Zorro. Encore aujourd'hui, cette intro est un modèle de storytelling à la fois épique mais contenu dans ce mouvement de foule qui cherche à détrôner le dernier gouverneur espagnol en activité, Don Rafael Montero. En bon politicien, le bonhomme est prêt à fusiller 3 innocents juste pour appâter Zorro. Évidemment, le justicier débarque, déjoue les plans de Montero, mais esquive aussi la mort de peu grâce à 2 orphelins, Alejandro et Joaquin, auxquels il laisse un précieux médaillon. De retour chez lui, on comprend que Don Diego de la Vega est désormais un héros vieillissant, comme si le film démarrait bien après les événements habituels des films ou de la série télé des années 50. Il compte prendre sa retraite, mais Montero débarque chez lui, le démasque, tue sa femme par accident, brûle sa baraque, l'envoie en prison pour le restant de ses jours et, cerise sur le gâteau, décide d'enlever sa fille pour l'élever à sa place. Dans le jargon des scénaristes, je crois qu'on appelle ça un bon gros fils de pute. 20 ans plus tard, on retrouve Alejandro et Joaquin qui sont devenus des criminels, au moment où Montero décide de revenir en Californie pour en reprendre le contrôle. Et c'est là que ça devient génial. Joaquin se fait tuer par le bras droit de Montero, le capitaine Love. Déjà, j'adore le nom. De son côté, Don Diego s'échappe de prison en apprenant le retour de Montero et reconnaît Alejandro dans la rue grâce au médaillon qu'il lui avait laissé. Il propose de l'entraîner pour devenir Zorro afin qu'ils se vengent ensemble de leurs 2 ennemis jurés. Alors non seulement c'est carré mais c'est aussi beaucoup plus malin qu'il n'y paraît. Du comte de Monte Cristo au bossu, en passant même par Princess Bride, la vengeance est au cœur du film de Cap et d'épée. Et autant dire que dans le Masque de Zorro, la qualité de ces méchants aide grandement à s'identifier à la colère de ces 2 héros. En le revoyant pour préparer cette vidéo, ça m'a rappelé à quel point on s'est beaucoup trop habitué ces dernières années à des méchants soupolés, voire bizarrement légitimés par le scénario pour justifier plus ou moins leur motivation. Alors je dis peut-être ça aussi parce que j'ai écrit cette vidéo dans le sillage d'une certaine actualité politique qui a quand même amené certains à trouver que quand même le fascisme c'est un bien grand mot, mais je me suis dit que la culture populaire mondiale a peut-être eu son rôle à jouer là-dedans, à force de miser sur des Thanos ou des Jokers aux origines tragiques pour nous parler d'écoterrorisme ou de lutte des classes. Ce que fait très bien le Masque de Zorro, c'est rappeler la nécessité du personnage et de son existence en tant que résistant face à des gouvernements injustes et à leur corruption. Lors de son retour en Californie, Montero confirme ce qu'il est, un pur populiste qui profite du chaos politique de la Californie pour s'imposer en seule alternative possible. Il souhaite l'indépendance de l'État parce qu'il estime que c'est son destin de gouverner, et pour l'acheter auprès des révolutionnaires mexicains, il mine illégalement de l'or sur le territoire, le tout avec des prisonniers réduits à l'état d'esclavage. Encore une fois, gros fils de pute, toujours dans le jargon des scénaristes. Mais ce qui me semble vraiment intéressant, c'est le rapport de ces méchants avec l'écriture de Don Diego et Alejandro. Tout le scénario du Masque de Zorro repose sur un dilemme. À quel moment l'objectif personnel des héros doit s'effacer au profit du bien commun? Alejandro accepte d'endosser le costume parce que ça lui permet de se rapprocher du capitaine Love, mais il ne cesse d'apprendre en cours de route à laisser son ego de côté, à travailler sa patience et à faire passer l'intérêt du peuple avant le sien. Et pour rappel, ça c'est sorti 4 ans avant qu'on entende qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Zorro was a servant of the people. He was not a seeker of fame like you. A buffoon.
Et mine de rien, ça renvoie à ce que je disais sur cette connexion entre passé et présent. Le film assume sa filiation classique avec les précédentes incarnations de Zorro, comme Douglas Fairbanks ou Tyrone Power, qui jouait d'ailleurs dans Le Signe de Zorro, que je vous recommande également parce que c'est trop cool. Mais en plus de cette filiation, il ajoute un regard postmoderne sur le genre. Et quand je dis postmoderne, je veux pas dire déconstruction totale des icônes avec plein de clins d'œil ricanants qui se moquent des codes. J'entends postmoderne dans le sens où le film met en scène ce qui a fait de Zorro une icône populaire et pourquoi cette figure du justicier a émergé dans ce contexte politique spécifique. Là-dessus, le masque de Zorro remet les pendules à l'heure, puisque le personnage a été en partie inspiré par Joaquín Murrieta, un mineur mexicain qui se serait tourné vers le banditisme pendant la ruée vers l'or. Son existence relève encore aujourd'hui de la semi-légende, mais en tout cas, Murrieta est bien le nom de famille d'Alejandro, qu'il marque fièrement sur le visage du Capitaine Love au lieu du traditionnel Z de Zorro pour venger son frère. M for Murrieta. Plutôt que d'avoir un riche don d'origine espagnole qui joue les sauveurs du petit peuple, Zorro est désormais issu de la classe qu'il protège. Le vrai masque que porte Alejandro, c'est celui du gentilhomme qu'il s'oblige à devenir pour infiltrer l'entourage de Montero. Un peu comme Batman lorsqu'il joue les Playboys, mais sans la fortune qui va avec. Et ça c'est important, parce que c'est la clé de voûte du film. Derrière son côté Pygmalion, avec ce mentor qui façonne à son image un apprenti, le masque de Zorro montre des personnages qui se mettent en scène. Et donc forcément, la mise en scène de Martin Campbell est à l'avenant. Et pour la résumer, il suffit d'un seul mot sur lequel le film insiste lui-même. Yes. What is that? Charm. What is that? Le charme, c'est exactement ce qu'Hollywood peine à retrouver aujourd'hui. Peut-être parce que l'industrie tend à confondre deux choses. Ne pas se prendre trop au sérieux et ne pas prendre au sérieux les enjeux de son histoire. On parle souvent du problème de l'humour dans les blockbusters récents, notamment du côté de Marvel, mais l'humour en soi n'est pas un problème. Le Masque de Zorro, c'est un film super drôle, autant dans ses situations que dans ses dialogues. I have broken the fourth commandment, Padre. You kill somebody? No, that is not the fourth commandment. Of course not. Mais on rit avec le film. Pas de code narratif et esthétique qu'il n'assumerait pas au point de les désamorcer en permanence. Ugh, that is disgusting. Comme je le disais, le Masque de Zorro a de sacrés enjeux, des enjeux même très durs pour ses personnages. Et le film ne manque pas de cruauté, notamment du côté du Capitaine Love qui garde dans un bocal la tête décapitée du frère d'Alejandro. Je vous ai dit que je regardais ce film depuis que j'ai 5 ans. Ça n'empêche pas le film d'être fun et léger, mais il prend toujours au sérieux le parcours de ses personnages et dans ce cas précis, la théâtralité de Zorro et la puissance de son imagerie, y compris dans son artificialité. Je veux dire, Martin Campbell s'amuse quand même à ouvrir et fermer le film sur un équivalent du gun barrel de James Bond avec Zorro qui trace un Z enflammé sur l'écran et ça, c'est classe. C'est ça qu'on veut quoi. D'ailleurs, faut qu'on en parle de Martin Campbell. Parce qu'en y regardant de près, le Masque de Zorro avait tout pour se casser la gueule. Entre ses multiples phases de réécriture et le changement régulier de réal dans ses phases de pré-production, Campbell aurait pu très facilement se planter. Et je pense qu'il est important de ne pas sous-estimer son importance dans cette réussite, parce que c'est un mec qui sait exactement quelle est sa place. Pour être clair sur un truc, Martin Campbell n'est pas un grand cinéaste. Déjà, c'est pas Spielberg, et c'est pas un auteur affirmé avec une vision qu'on retrouverait de projet en projet. Mais il reflète ce que les années 80 et 90 pouvaient offrir de mieux. De sacrés artisans de cinéma, qui cherchent avant tout à être les meilleurs chefs d'orchestre possibles pour sublimer les excellents musiciens avec lesquels ils travaillent. Campbell l'a souvent dit en interview, il faut être à l'écoute de ses collaborateurs et accepter que le réalisateur n'a pas toujours la meilleure idée pour une scène. C'est aussi pour ça que l'équilibre que j'évoque sur le Masque de Zorro fonctionne si bien, entre passé et présent, entre le sérieux et la comédie. Pour capter ce point de jonction, il faut créer un environnement propice à ça, où tout le monde se regroupe derrière les mêmes enjeux. La première évidence de ce côté-là, c'est le casting. Le charme du Masque de Zorro dépend grandement de son trio principal. Anthony Hopkins est juste parfait en vieux mentor désabusé, Catherine Zeta-Jones rayonne du début à la fin grâce au petit côté piquant qu'elle apporte à Elena, et bien sûr, Antonio Banderas s'est rapidement imposé comme le Zorro idéal. Charismatique, malin, sarcastique, mais surtout pleinement en possession de son image de justicier. Ça, l'acteur l'a embrassé, au point que c'est lui qui a imposé pas mal d'idées à Campbell sur le plateau pour iconiser au mieux le personnage. Et notamment, mon plan préféré du film, lors du combat final contre le Capitaine Love, où Zorro dégaine son épée de son fourreau en s'assurant de créer un lens flare sur le long de la lame pour crâner et provoquer son adversaire. C'est totalement gratuit, mais ça condense à la perfection toute la rage enfouie d'Alejandro, et Banderas a d'ailleurs réussi l'effet à la caméra en à peine quelques prises. Et c'est ça le miracle du Masque de Zorro. Il tire une cohérence finalement assez rare malgré la liberté donnée par Campbell à la plupart de ses chefs de poste.
Et pour ça, il faut parler des combats à l'épée, chorégraphiés par la légende Bob Anderson. Bob Anderson, si vous ne le connaissez pas, vous avez forcément croisé son travail de maître d'armes, puisqu'il a bossé sur la plupart de vos films préférés, de la trilogie originale Star Wars au Seigneur des Anneaux, en passant par Pirates des Caraïbes, Princess Bride, Highlander et même Barry Lyndon. Et le gars peut quand même se vanter d'avoir débuté sa carrière aux côtés d'Errol Flynn. Autant dire qu'il était juste parfait pour le Masque de Zorro. Et les combats du Masque de Zorro sont parfaits. Pour moi, il n'y a rien de plus cinématographique que des duels à l'épée. Parce que vous avez un outil qui sert d'extension à votre corps et qui exprime à sa manière ce que ressent le personnage, que ce soit de la colère, du courage, de la peur, de la détermination ou ce que vous voulez. Et le cinéma, ça reste ça, de l'écriture par le mouvement, ce qu'Anderson comprenait parfaitement. Les combats du Masque de Zorro, c'est de la danse, du ballet hyper ludique et bourré de panache qui a vraiment valeur de dialogue entre les adversaires. Et c'est pour ça que c'est filmé avec autant de sobriété. Parce que quand vous avez une chorégraphie démente, des acteurs et des cascadeurs impliqués, vous n'avez pas besoin de vous la péter avec des plans séquences illisibles ou amplifier le dynamisme par du cut au montage. Prenez le premier duel entre Alejandro et le Capitaine Love. Vous avez le couloir, un champ contre champ, et des mouvements panoramiques pour suivre la percée ou le recul des personnages. Et ça suffit. C'est simple mais diablement efficace et ça demande quand même beaucoup de minutie. Campbell disait justement qu'avec son chef-op et sa chef décoratrice Lisa Thompson, qui s'occupera d'un autre de mes films préférés d'ailleurs, ils ont ajouté des deux côtés du couloir des miroirs pour donner un sentiment de profondeur et de mouvement supplémentaire dans les plans, puisqu'on peut y percevoir le reflet des combattants. C'est typiquement le sens du détail que j'avais envie de mettre en avant. Campbell a confiance en ses collaborateurs, ce qui lui permet d'avoir confiance dans la qualité de ses plans, qui sont souvent spectaculaires sans avoir besoin de se la raconter. Juste après, dans le même combat, vous avez un master shot, c'est-à-dire une sorte de colonne vertébrale de séquence qui devait à l'origine être entrecoupée d'autres plans au montage. Mais il marche tellement bien tout seul qu'ils l'ont finalement gardé tel quel. Vous voyez la table au premier plan pour vous annoncer son importance, la caméra recule pour accompagner Zorro, et puis elle reste là, à le voir enchaîner les adversaires sur une dizaine de secondes. Ça, c'est du cinoche. Et petit message à destination de Martin Bourboulon, c'est comme ça qu'on fait. L'action n'est pas juste là pour l'action. Elle raconte quelque chose de l'état des personnages. Ça va avec ce que je disais plus tôt sur l'auto-mise en scène des héros du film. Ils jouent de cette théâtralité en se battant, et c'est pour ça que c'est aussi cool à regarder. Lors de la grande fête de Montero où Alejandro incarne le mec noble, le film s'amuse d'un contraste entre la parole de faux gentilhomme qu'il se force à avoir et le vrai amusement qu'il a à se mettre en valeur avec son corps. Ce qui passe par une séquence de danse endiablée avec Elena, qui n'a pas besoin des mots pour amorcer leurs désirs respectifs. Et j'en profite juste pour mettre l'accent sur cette réplique parce que je l'adore. Why don't you try looking someplace else? The lady and I were trying to dance. You were trying. She was succeeding. Dans le Masque de Zorro, tout est dans le sous-entendu torride et dans le sourire en coin sexy, qui trouve évidemment son pinacle avec la scène la plus culte du film, le duel entre Zorro et Elena, qui transcende ce que je disais sur l'expression des sentiments au travers des combats. Cette joute, c'est un pur flirt, une façon pour l'un et l'autre de se tester dans une dynamique d'attraction-répulsion et qui permet au corps à bout de souffle des acteurs d'être immédiatement sublimés comme de purs sex symboles. Alors certes, on va pas se mentir, ça a un peu vieilli sur le fait qu'ils se dessapent l'un l'autre avec leurs épées, mais en même temps, ça dit tellement de choses sur ces deux personnages qui portent à leur manière des masques. Alejandro rêverait d'enlever le sien pour dire ce qu'il ressent, tandis qu'Elena souhaite se libérer de sa condition de bonne fille à papa, entravée dans sa liberté. Et puis bon, je sais que c'est pas le plus fin, mais voir Antonio Banderas sortir son épée comme s'il avait une érection avant de commencer le combat, c'est dans le top 10 des meilleures métaphores phalliques du 7e art. C'est pour toutes ces raisons que Le Masque de Zorro est un film à chérir, parce qu'il est aussi assumé que libéré dans ses envies de cinéma. Et sa sincérité lui permet de frôler le ridicule sans risque et finalement d'embarquer le spectateur dans son aventure. Idée qui est d'ailleurs parfaitement encapsulée par la musique du film, du regretté James Horner, qui l'a composée même pas un an après celle de Titanic. Horner a toujours été un génie dans l'orchestration de morceaux d'action et Le Masque de Zorro ne fait pas exception. Mais en plus, le mec s'amuse vraiment à expérimenter, à ajouter des flûtes asiatiques dans la mixture, des claquettes de flamenco pour coller au choc des épées, et plus généralement des sonorités latines qui en font pour moi l'une de ses partitions les plus kiffantes et complètes. Mais surtout, si Le Masque de Zorro reflète la fin d'une époque, c'est celle du bon vieux temps où vous aviez droit à une chanson pop basée sur l'un des thèmes principaux du film. En l'occurrence ici, le thème d'Elena, qui sert aussi de Love Theme, sur I Want to Spend My Lifetime Loving You de Tina Arena et Marc Anthony.
Voilà, merde. Quand je disais plutôt qu'il faut savoir ne pas se prendre trop au sérieux, c'est exactement le type de fun que j'entends. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit un hasard si les deux plus gros succès de 2022, Avatar 2 et Top Gun Maverick, ont ramené cette mode désuète dans nos oreilles. Perso, ça m'a rappelé à quel point ça m'avait manqué. Donc Hollywood, par pitié, ramenez ça sur le devant de la scène. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir du Masque de Zorro. Son humilité, qui ne l'empêche pas d'être un blockbuster à la fois exigeant et minutieux, au service du plus important des maîtres mots pour un divertissement familial. C'est bon, l'œuvre de ma vie est à présent accomplie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à graver votre Z en likant cette vidéo et à signer votre nom à la pointe de vos commentaires. Je vous rappelle néanmoins que pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de longues vidéos, il est important de soutenir Écran Large qui reste un média indépendant. Si notre travail vous importe, on propose un abonnement sur notre site internet qui vous donne accès contre quelques euros par mois à des dossiers exclusifs, des analyses de films, sur lesquels j'avais d'ailleurs traité du Masque de Zorro, des bilans box-office et plein d'autres belles choses. Le lien est en description et je vous dis à la prochaine. Ciao!